Sous les lustres de Versailles, ils dansent, champagne, rire, robes somptueuses. Les plus grands noms de France festoient, comme si rien ne pouvait jamais s'arrêter. Pendant ce temps, dans les faubourgs de Paris, des femmes font la queue depuis l'aube pour un pain qu'elles ne pourront pas acheter. Cette nuit-là, aucun d'entre eux ne le sait encore. Mais leur monde vient de commencer à s'effondrer. La princesse de Lamballe, qui rit aux éclats ce soir-là, elle a exactement 4 années à vivre. Le duc de Broglie, qui commande 30 000 soldats, il va fuir comme un fugitif. Et Marie-Antoinette, qui continue de danser, elle mourra sur l'échafaud, devant une foule qui hurlera de joie. Ils ont tous commis la même erreur, une erreur qui leur a coûté la vie. Ils ont cru que le peuple supporterait, qu'il obéirait, qu'il oublierait sa faim, sa colère, sa dignité. Mais quand un peuple décide que c'est fini, plus rien ne l'arrête. Et ce que vous allez découvrir va vous glacer le sang. Dites-moi en commentaire, d'où regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? Et si vous voulez découvrir les vérités cachées de l'histoire de France, abonnez-vous maintenant. Parce qu'ici, on ne raconte pas l'histoire qu'on vous a apprise à l'école. On révèle celle qu'on vous a cachée. Alors, c'est parti, voici leur histoire. Octobre 1788. La galerie des glaces du château de Versailles brille de 1000 feux. 150 lustres illuminent la nuit. Leurs reflets dansent sur les miroirs immenses, se multiplient à l'infini. L'orchestre joue, les violons, les flûtes, les clavecins tissent une musique légère qui flotte dans l'air parfumé. 300 aristocrates évoluent sous les plafonds dorés. Les robes des femmes traînent sur le parquet ciré, soie blanche, velours pourpre, dentelle précieuse. Les hommes portent des habits brodés d'or. Leurs épées de cérémonie teintent doucement contre leurs cuisses. On rit, on trinque. Le champagne coule sans fin dans des coupes de cristal. La princesse de Lamballe, amie intime de Marie-Antoinette, traverse la galerie au bras d'un jeune duc. Son rire cristallin résonne. Elle a 38 ans. Elle est belle, cultivée, aimée. Elle ne sait pas encore qu'elle a exactement 4 années à vivre. 4 années avant qu'une foule en furie ne la massacre et ne promène sa tête sur une pique sous les fenêtres de la reine. Ce soir, dans cette galerie éblouissante, personne ne sait, personne ne devine, personne n'imagine que ce monde, leur monde, est déjà en train de mourir. Pourtant, à quelques kilomètres de là, dans les faubourgs sombres de Paris, une autre scène se déroule. Pas de lustres ici, pas de champagne, pas de rire, juste des femmes épuisées qui font la queue depuis l'aube devant une boulangerie. Elles attendent, elles espèrent, elles prient pour pouvoir acheter un pain, un seul pain, pour nourrir leurs enfants qui pleurent de faim. Certaines attendent depuis 6 heures du matin. Il est maintenant midi. La queue n'a pas bougé. Le boulanger n'a presque plus de farine. Et quand il en a, le prix a encore augmenté. Hier, un pain coûtait 8 sous. Aujourd'hui, il en coûte 12. Demain, qui sait? Une femme tient son enfant contre elle. Le petit garçon a peut-être 5 ans. Il est maigre, trop maigre. Ses yeux sont cernés. Il ne pleure même plus. Il n'a plus la force. Sa mère le serre contre son cœur et murmure des mots que personne n'entend. Des mots de réconfort qui sonnent creux. Parce qu'elle sait qu'aujourd'hui encore, ils ne mangeront presque rien. Ce contraste n'est pas une exagération. Ce n'est pas une caricature. C'est la France de 1788, un pays coupé en deux. D'un côté, une aristocratie qui représente moins de 1% de la population et qui possède près de 20% des terres. De l'autre, un peuple qui crève de faim pendant que ses maîtres festoient. Les chiffres donnent le vertige. La dette du royaume atteint 4 milliards de livres. C'est une somme astronomique. Pour vous donner une idée, cela représente plusieurs années de revenus de l'ensemble du royaume. Louis XVI a hérité de cette dette. Son grand-père, Louis XV, l'a laissé gonfler. Son arrière-grand-père, Louis XIV, l'a commencé avec ses guerres incessantes et ses châteaux somptueux. Et maintenant, il faut payer. Mais qui va payer?
certainement pas la noblesse, certainement pas le clergé. Eux sont exemptés de la taille, l'impôt principal. Ce sont les paysans qui paient, ce sont les artisans qui paient, ce sont les commerçants qui paient. Ceux qui ont le moins donnent le plus. L'hiver de 1788 a été terrible. Un froid glacial a saisi la France pendant des semaines. Les récoltes ont gelé dans les champs. Le blé, l'orge, l'avoine, tout a été détruit. Et l'hiver suivant, celui de 1789, sera encore pire. Les températures descendent si bas que les rivières gèlent. La Seine elle-même devient solide comme de la pierre. Quand vient enfin le printemps, ce n'est pas mieux. Des pluies torrentielles s'abattent sur le pays. Les semences pourrissent dans la terre gorgée d'eau. La moisson de 1789 est catastrophique. Le prix du pain, qui était déjà élevé, explose littéralement. En quelques mois, il triple. Pour un ouvrier parisien qui gagne 20 sous par jour, acheter du pain pour sa famille coûte désormais 15 sous. Il ne reste presque rien pour le reste. Le loyer, les vêtements, le bois pour se chauffer, tout devient impossible. Et pendant ce temps, à Versailles, on continue de danser. Le duc de Croÿ, un noble lucide qui tient un journal intime, écrit ces mots en 1788. « Nous dansions au bord d'un précipice, mais nous ne le savions pas encore. » Il fait partie des rares à pressentir le danger, mais même lui ne mesure pas vraiment l'ampleur de ce qui arrive, parce que le problème n'est pas seulement économique, ce n'est pas seulement une question de pain trop cher et d'impôts trop lourds, c'est quelque chose de plus profond. C'est une question de dignité, de respect, d'humanité. Dans les salons dorés de Versailles, on parle du peuple avec un mépris à peine voilé. L'abbé de Véry, un témoin de l'époque, note dans son journal que certains courtisans trouvent amusante la misère populaire. Il rit des paysans qui meurent de faim. Il se moque des artisans ruinés. Pour eux, ce ne sont pas vraiment des êtres humains, ce sont des créatures inférieures, à peine dignes d'attention. Marie-Antoinette elle-même, dans ses lettres à sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, révèle une incompréhension totale de la situation. Elle écrit « Le peuple est si étrange, il crie famine alors que le pain n'a jamais été aussi abondant à Versailles. Elle ne comprend pas, elle ne peut pas comprendre. Comment le pourrait-elle? Elle vit dans un palais où l'on sert 300 plats chaque soir, où l'on jette plus de nourriture en une journée qu'une famille parisienne n'en verra en un mois. Cette déconnexion n'est pas nouvelle. Elle existe depuis des décennies, mais jamais elle n'a été aussi dangereuse, parce que quelque chose a changé dans l'esprit du peuple français. Les idées des Lumières ont circulé. Voltaire, Rousseau, Diderot. Leurs écrits ont été lus, discutés, débattus dans les cafés, les ateliers, les boutiques. Des mots nouveaux sont dans toutes les bouches. Liberté, égalité, souveraineté populaire. Et surtout, une question commence à se poser. Une question simple mais terriblement dangereuse pour l'ordre établi. Pourquoi? Pourquoi un homme né dans un château aurait-il plus de valeur qu'un homme né dans une chaumière? Pourquoi ceux qui ne travaillent pas auraient-ils tous les privilèges, tandis que ceux qui travaillent, du matin au soir, ne peuvent même pas nourrir leurs enfants? Pourquoi? La noblesse ne voit pas venir le danger. Elle vit dans une bulle dorée, parfumée, scintillante, mais une bulle quand même, hermétiquement fermée à la réalité du pays. Les avertissements existent, pourtant. Jacques Necker, le ministre des Finances, présente rapport sur rapport au roi. Il explique l'état catastrophique des finances. Il suggère des réformes. Il propose que les privilégiés paient enfin leur part d'impôts. Mais ces rapports sont ignorés, ridiculisés, rejetés. Comment oserait-on demander à la noblesse de payer? C'est impensable, c'est contraire à l'ordre naturel des choses. Les cahiers de doléances arrivent donc de toute la France. Ce sont des cahiers où les communautés locales écrivent leurs plaintes, leurs souffrances, leurs demandes. Des milliers de cahiers, des dizaines de milliers. Ils racontent
Tous la même chose, la faim, les impôts écrasants, l'injustice, la colère qui monte. Mais à Versailles, on ne lit pas vraiment ces cahiers. On les range, on les oublie. On préfère croire que tout cela va passer, que c'est une crise comme les autres, qu'avec un peu de patience, tout rentrera dans l'ordre. Le peuple oubliera, le peuple obéira, le peuple retournera à sa place. Cette conviction aristocratique que cela passera est peut-être l'erreur la plus fatale, parce que non, cela ne passera pas. Jamais plus les choses ne seront comme avant. Le monde ancien est en train de mourir. Un monde nouveau est en train de naître. Et il naîtra dans la violence, le sang et le feu. Des pamphlets circulent dans Paris, imprimés clandestinement, distribués la nuit, lus avidement. Ils dénoncent les privilèges. Ils attaquent Trotting-la-Reine. Ils se moquent du roi. Certains sont grossiers, obscènes même. Ils appellent Marie-Antoinette l'Autrichienne, la louve. Ils l'accusent de tous les vices. Vraies ou fausses, ces accusations se répandent comme un incendie. La reine ne les lit pas, ou si elle les lit, elle n'en mesure pas la gravité. Pour elle, ce ne sont que les élucubrations de quelques agitateurs sans importance. Elle ne comprend pas que ces pamphlets sont en train de détruire l'image sacrée de la royauté, qu'ils transforment le roi très chrétien en homme ordinaire, qu'ils font de la reine une femme haïe plutôt qu'une figure vénérée. Et puis vient le printemps de 1789. Louis XVI, acculé par la crise financière, prend une décision historique. Pour la première fois depuis 1614, il convoque les États généraux. C'est une assemblée qui réunit les trois ordres du royaume, le clergé, la noblesse et le tiers-État, c'est-à-dire tous les autres, les bourgeois, les artisans, les paysans, 98% de la population. Le roi espère que cette assemblée trouvera une solution à la crise, qu'elle acceptera de nouveaux impôts, qu'elle sauvera le royaume de la banqueroute. Mais il ne mesure pas ce qu'il vient de déclencher. En donnant la parole au peuple, même de façon limitée, il vient d'ouvrir une boîte de Pandore qu'il ne pourra jamais refermer. Le 5 mai 1789, Versailles. La salle des menus plaisirs est bondée. Plus de 1000 députés sont venus de toute la France. Le clergé en robe noire, la noblesse en habits chamarrés, plumes au chapeau, épées aux côtés, et le tiers-État, vêtu sobrement de noir, sans ornement. L'atmosphère est électrique, chacun le sent. Quelque chose de nouveau est en train de naître, quelque chose que personne ne contrôle vraiment. Louis XVI entre, la foule se lève, le roi paraît fatigué. Il a 34 ans, mais en paraît 10 de plus. Le poids de la couronne, de la dette, de la crise, tout cela se lit sur son visage. Il prononce un discours d'ouverture, un discours prudent, convenu, qui ne dit rien de vraiment important. Puis c'est au tour de Necker, le ministre des Finances. Il parle pendant des heures. 3 heures. Il énumère des chiffres, des statistiques, des colonnes de dépenses et de recettes. C'est ennuyeux. C'est technique, les députés s'agitent sur leurs bancs. Mais ce n'est pas le contenu du discours qui compte. C'est ce qui se passe dans la salle, c'est le regard que les députés du tiers-État posent sur la noblesse. Un regard nouveau, un regard qui ne baisse plus les yeux. Le comte d'Artois, le frère cadet du roi, est assis au premier rang avec les princes du sang. Il observe les députés du tiers avec un sourire méprisant. Quand l'un d'eux prend la parole pour demander le vote par tête plutôt que par ordre, d'Artois ricane. Il se penche vers son voisin et murmure quelque chose. Ils rient tous les deux. Ce rire sera l'une de ses dernières erreurs en France, parce qu'il ne comprend pas. Il ne voit pas que ces hommes en noir, ces bourgeois, ces avocats de province, ces commerçants enrichis, ce ne sont plus des sujets dociles qui acceptent leur place. Ce sont des hommes qui ont lu Rousseau, qui ont médité sur la souveraineté du peuple, qui se considèrent comme les représentants légitimes de la nation. Les premières semaines sont tendues. Le tiers-État réclame le vote par tête. La noblesse refuse. Si le vote se fait par ordre, comme c'est la tradition,
La noblesse et le clergé gagneront toujours, 2 ordres contre 1. Mais si le vote se fait par tête, le tiers, qui compte 600 députés contre 300 pour le clergé et 300 pour la noblesse, l'emportera. La noblesse ne cédera pas sur ce point. Elle ne peut pas céder. Ce serait renoncer à ses privilèges. Ce serait accepter d'être mise en minorité. Ce serait la fin de son monde. Le 20 juin 1789, les députés du tiers-État arrivent à la salle des menus plaisirs. Les portes sont fermées, cadenassées. Des gardes leur barrent le passage. Ordre du roi. La salle est fermée pour travaux. C'est un mensonge évident. Le roi, sous la pression de la noblesse, essaie de reprendre le contrôle. Il veut dissoudre l'Assemblée ou au moins l'intimider. Mais les députés ne rentrent pas chez eux. Ils ne se dispersent pas. Au contraire. Conduit par un député nommé Jean-Sylvain Bailly, il se dirige vers une salle de jeu de paume toute proche. Une salle simple, sans décoration, avec des murs nus et un plafond bas. Là, debout, serrés les uns contre les autres, ils prêtent serment. Le serment du jeu de paume. Ils jurent de ne jamais se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Leur voix résonne dans la salle. Nous jurons, nous jurons. C'est un acte révolutionnaire, c'est une déclaration de guerre à l'ancien régime. Ces hommes viennent de dire non au roi, non à la noblesse, non à 1000 ans de tradition. Ils viennent de proclamer qu'ils représentent la vraie France, le vrai pouvoir. La nouvelle se répand dans Paris comme une traînée de poudre. Le peuple exulte. Enfin, quelqu'un ose tenir tête aux puissants. Enfin, quelqu'un défend leurs intérêts. Mais à Versailles, c'est la stupeur. Comment osent-ils, ces bourgeois, ces manants, ces gens de rien, comment osent-ils défier le roi de France? Le baron de Breteuil, un conseiller ultra-royaliste, pousse Louis XVI à la fermeté. Il faut envoyer l'armée. Il faut disperser cette assemblée rebelle. Il faut arrêter les meneurs, les faire juger, les pendre si nécessaire, rétablir l'ordre. Par la force s'il le faut. Louis XVI hésite. Il n'est pas un homme de décision. Il doute toujours. Il consulte. Il tergiverse. Finalement, il cède. Il ordonne la concentration de troupes autour de Paris et de Versailles. 30 000 hommes. Des régiments suisses, allemands, des dragons, des hussards. Le duc de Broglie prend le commandement. Charles-François de Broglie est un maréchal de France respecté. Il a 68 ans. Il a connu toutes les guerres du règne précédent. Il a servi Louis XV avec fidélité. Maintenant, il sert son petit-fils. Et il est convaincu d'une chose, une démonstration de force suffira. Le peuple s'inclinera. Il a toujours fini par s'incliner. C'est l'erreur de sa vie. Début juillet 1789. Les troupes se massent. On les voit depuis Paris. Leur campement entoure la ville. Leurs canons pointent vers les faubourgs. Les Parisiens ont peur. Ils comprennent ce que cela signifie. Le roi veut les mater, les faire rentrer dans le rang, par la violence si nécessaire. Le 11 juillet, Louis XVI renvoie Necker, le seul ministre encore populaire. C'est le signal que tout le monde attendait, ou plutôt, que tout le monde redoutait. Le roi a choisi son camp. Le camp de la réaction, le camp de la noblesse, contre le peuple. Paris explose. Littéralement. Le 12 juillet, les nouvelles du renvoi de Necker se répandent. Les foules se rassemblent. Place royale, palais royal. Les cafés débordent. Les orateurs improvisés montent sur des chaises, sur des tonneaux. Ils parlent, ils crient, ils appellent à la résistance. Un jeune avocat nommé Camille Desmoulins saute sur une table au palais royal. Il brandit un pistolet. Il arrache une feuille d'un arbre et la met à son chapeau comme cocarde. Aux armes, aux armes. Ils veulent nous massacrer. Défendons-nous. La foule rugit. En quelques heures, Paris se couvre de barricades. Les pavés sont arrachés, les charrettes renversées, les grilles des parcs démontées. On se cherche des armes, n'importe quoi. Des couteaux, des bâtons, des outils. Le duc de Broglie, depuis son quartier général, observe les rapports qui arrivent.
Il n'est pas inquiet, pas encore. Ce ne sont que des émeutes, désordonnées, mal armées. Ses troupes disciplinées en viendront à bout facilement. Mais il ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas une simple émeute, c'est une insurrection, une révolution, quelque chose qu'aucune armée ne peut vraiment vaincre quand tout un peuple se lève. Le 14 juillet au matin, la foule prend d'assaut les Invalides. Elle s'empare de 30 000 fusils et de 20 canons. Maintenant, les Parisiens ne sont plus seulement armés de bâtons, ils ont de vraies armes, de quoi tenir tête aux soldats du roi. Et puis, ils marchent vers la Bastille, cette vieille forteresse qui domine l'est de Paris, un symbole du pouvoir royal, de l'arbitraire, des lettres de cachet qui envoient des hommes croupir en prison sans jugement. Le gouverneur de la Bastille, le marquis de Launay, a une centaine d'hommes. Il a des canons, des murs épais, il pourrait tenir. Mais il panique, il négocie, il promet, il fait descendre les canons. Et puis, saisi de peur, il ordonne de tirer sur la foule. C'est le pire geste possible. La foule, qui hésitait encore, se déchaîne. Des soldats de la garde française, qui devaient défendre le roi, rejoignent les insurgés avec leurs canons. Ils bombardent la forteresse. En fin d'après-midi, la Bastille tombe. Delaunay est lynché, sa tête est coupée, plantée sur une pique, promenée dans Paris en triomphe. C'est la première tête aristocratique qui tombe. Ce ne sera pas la dernière. Le duc de Broglie, quand il apprend la nouvelle, ne peut pas y croire. Comment est-ce possible ? Comment une forteresse royale a-t-elle pu tomber aux mains de la populace ? Comment ses propres soldats ont-ils pu trahir ? Il veut encore intervenir. Il propose à Louis XVI de reprendre Paris par la force. Mais le roi refuse. Il a peur. Il a peur de ses propres soldats qui pourraient rejoindre le peuple. Il a peur du bain de sang. Il a peur, tout simplement. Le 15 juillet, Louis XVI se rend à l'Assemblée. Il annonce le retrait des troupes. C'est une capitulation, totale, humiliante. Le roi de France vient de céder devant son peuple en armes. Ce jour-là, quelque chose d'irréversible s'est produit. La sacralité royale est brisée. Le roi n'est plus au-dessus des hommes. Il n'est plus choisi par Dieu. Il est un homme comme les autres. Un homme qui a peur. Un homme qui recule. Le duc de Broglie comprend que tout est à la perdue. Quelques jours plus tard, il fuit en Allemagne, en secret, déguisé, comme un vulgaire criminel. Lui, le maréchal de France. Lui qui commandait 30 000 hommes. Il fuit devant des artisans et des boutiquiers armés de piques. Il vivra encore 15 ans en exil, à Münster, dans une maison modeste, loin de ses terres, loin de ses châteaux, ruiné, oublié. Il écrira des mémoires amers. Il y racontera comment il a sous-estimé la colère du peuple, comment il croyait qu'une démonstration de force suffirait, comment il s'est trompé sur toute la ligne. Il mourra en 1804, seul, loin de la France, sans jamais avoir revu son pays. Son erreur lui aura coûté tout ce qu'il possédait, sa fortune, ses honneurs, sa patrie. Mais, au moins, il aura gardé sa vie, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres. Versailles, octobre 1789. 3 mois après la prise de la Bastille, la cour essaie de maintenir les apparences. On continue les cérémonies, les dîners, les promenades dans les jardins. Mais tout a changé. L'atmosphère n'est plus la même. La princesse de Lamballe marche dans les allées du parc. Elle a 40 ans maintenant. Son visage est encore beau, mais marqué par l'inquiétude. Elle porte une robe simple, sans les ornements excessifs d'autrefois. Les temps ont changé. Il faut faire profil bas. Marie-Thérèse Louise de Savoie-Carignan, princesse de Lamballe, surintendante de la maison de la reine, amie intime, presque une sœur pour Marie-Antoinette. Elles se sont rencontrées 20 ans plus tôt. Elles ne se sont jamais quittées depuis. Lamballe est une femme douce, charitable. Elle visite les pauvres. Elle distribue des aumônes. Elle soigne les malades de ses propres mains. À Paris, dans les faubourgs, on la connaît. On l'apprécie même. La bonne princesse, disent certains. Elle croit que cela la protégera.
Elle se trompe. Depuis juillet, beaucoup de nobles ont fui. Le comte d'Artois est parti le premier, dès le 15 juillet. Le prince de Condé, le duc de Bourbon, des centaines d'autres aristocrates ont pris la route de l'exil. Ils se réfugient en Allemagne, en Italie, en Angleterre. Ils emportent leurs bijoux, leur argent, leurs illusions. Mais Lamballe refuse de partir. On la supplie, sa famille, ses amis, même certains serviteurs fidèles. « Partez, madame, tant qu'il est encore temps. Rejoignez votre belle famille en Italie. Vous serez en sécurité là-bas. » Elle refuse. Elle ne peut pas abandonner Marie-Antoinette. Pas maintenant, pas quand la reine a tant besoin d'elle. Ce serait une trahison, une lâcheté. Elle est née princesse. Elle a des devoirs, des responsabilités. On ne fuit pas quand son ami souffre. Et puis, elle se dit que le pire est passé. La monarchie a accepté les réformes. Louis XVI a approuvé la Déclaration des droits de l'homme. L'Assemblée travaille à une constitution. Tout va s'arranger. Il suffit d'être patient, de montrer sa bonne volonté. Les 5 et 6 octobre 1789 lui prouvent qu'elle se trompe. Ce jour-là, des milliers de femmes marchent de Paris vers Versailles. Elles réclament du pain. La famille royale est ramenée de force à Paris, installée au palais des Tuileries, prisonnière en réalité, même si on fait semblant que ce n'est pas le cas. Lamballe suit la reine. Bien sûr qu'elle la suit. Elle s'installe aux Tuileries. Elle continue à servir Marie-Antoinette comme si de rien n'était, comme si elles étaient encore à Versailles, comme si le monde n'avait pas basculé. Les mois passent, les années passent. La situation ne s'améliore pas, elle empire. Les journaux révolutionnaires attaquent à la reine sans relâche. Ils l'accusent de tous les maux, de dilapider l'argent de la France, de comploter avec l'Autriche, d'être l'ennemi du peuple. Et Lamballe, par association, devient elle aussi une cible. Les pamphlets la présentent comme la complice de la reine. Pire, certains insinuent qu'il y a entre elles une relation contre nature. C'est faux, totalement faux. Mais la vérité ne compte plus. Seule compte la haine qu'on peut susciter. En juin 1791, la famille royale tente de fuir. L'épisode de Varennes. Vous connaissez cette histoire. Le roi déguisé, la berline trop lente, l'arrestation à Varennes, le retour humiliant à Paris, les foules qui crachent sur le passage du carrosse royal. Lamballe assiste à tout cela. Elle voit la fureur dans les yeux du peuple. Elle voit les poings levés. Elle entend les insultes. À la lanterne, c'est-à-dire à la potence. Pendre la reine, pendre le roi, pendre tous les aristocrates. Et pourtant, elle reste. On lui propose une dernière fois de partir. Elle refuse. Je suis l'amie de la reine. Je ne l'abandonnerai jamais. L'été de 1792 est terrible. La guerre a commencé. La France révolutionnaire contre les monarchies européennes. Les armées étrangères avancent. On crie à la trahison. Le roi et la reine sont accusés de correspondre avec l'ennemi. C'est vrai d'ailleurs. Des lettres seront retrouvées plus tard qui le prouvent. Le 10 août, le palais des Tuileries est pris d'assaut. La garde suisse est massacrée. Le roi et sa famille se réfugient à l'Assemblée. Puis ils sont emprisonnés. Pas aux Tuileries cette fois, dans une vraie prison. Le Temple, une sinistre forteresse au cœur de Paris. Lamballe est séparée de la reine. Elle est envoyée dans une autre prison. La Force, une prison surpeuplée, sale, terrible. Elle partage sa cellule avec d'autres femmes aristocrates, des duchesses, des comtesses, des femmes qui, il y a 3 ans, commandaient à des centaines de domestiques. Maintenant, elles dorment sur la paille. Elle écrit à Marie-Antoinette des lettres pleines de tendresse et d'inquiétude. « Ma chère cœur, comment allez-vous? Je pense à vous chaque instant. Dieu nous protégera. » Elle croit encore en Dieu. Elle croit encore en la justice. Elle croit encore que tout cela finira bien. Début septembre, les nouvelles sont catastrophiques. L'armée prussienne a envahi la France. Elle avance vers Paris. Le duc de Brunswick, leur commandant,
a publié un manifeste incroyablement stupide. Il menace Paris de destruction totale si on touche à la famille royale. C'est exactement le contraire de ce qu'il fallait faire. Les Parisiens, déjà tendus, deviennent fous de rage. Quoi ? Les aristocrates ont appelé les armées étrangères contre leur propre peuple. Ils sont prêts à voir Paris détruit plutôt que d'accepter la révolution. Ce sont des traîtres, tous des traîtres. Le 2 septembre, la foule envahit les prisons. C'est le début des massacres de septembre. Des tribunaux improvisés sont installés. Des hommes ivres, en colère, terrifiants, jugent les prisonniers en quelques secondes. Aristocrates, guillotine. Prêtres réfractaires, guillotine. Suspects, guillotine. On ne les guillotine même pas vraiment. On les massacre, à coups de pique, à coups de sabre, à coups de bâton. C'est une boucherie. Le sang coule dans les cours des prisons. Plus de 1000 personnes sont tuées en 3 jours. Le 3 septembre, c'est le tour de la prison de la Force. Lamballe entend les cris, les hurlements. Elle sait ce qui arrive. Les autres prisonnières prient, certaines pleurent, d'autres sont figées par la terreur. On vient la chercher, on la traîne devant le tribunal. Une table, quelques hommes, du sang partout, des corps entassés dans un coin. Ton nom, Marie-Thérèse Louise de Savoie-Carignan, princesse de Lamballe. Jure haine au roi, jure haine à la reine, jure haine à la royauté. Elle les regarde, ces hommes qui sentent le vin et la mort. Elle pourrait mentir, dire oui, jurer ce qu'ils veulent. Peut-être qu'ils la laisseraient main partir, peut-être, mais elle est princesse de Savoie, amie de la reine de France. Elle a des principes, de l'honneur. Elle ne trahira pas. Non, je ne peux pas. Je respecte ma reine, je l'aime, je ne la trahirai jamais. Le silence, puis la sentence. À mort, on la pousse dehors, la foule hurle. Des centaines de personnes, hommes, femmes, même des enfants, tous assoiffés de sang, de vengeance, de mort. Elle essaie de garder sa dignité. Elle marche droite, la tête haute, mais on se jette sur elle. Les coups pleuvent, les piques la transpercent. Elle tombe, elle meurt en quelques minutes. Mais ce n'est pas fini. Sa tête est coupée, plantée sur une pique. Et cette pique est portée en triomphe à travers Paris, vers le Temple, vers la prison où Marie-Antoinette est enfermée. La foule passe sous les fenêtres de la reine. Elle brandit la tête de Lamballe. Regarde, regarde ta putain, regarde ce qui t'attend. Marie-Antoinette est à sa fenêtre. Elle voit, elle reconnaît ce visage qu'elle aimait. Ce visage maintenant défiguré, sanglant, horrible. Elle s'évanouit. Lamballe croyait que sa bonté la protégerait, que son amour pour la reine était une vertu, que rester était la chose honorable à faire. Elle s'est trompée sur toute la ligne. En révolution, la loyauté devient crime. L'honneur devient trahison. L'innocence personnelle ne compte pas face à la culpabilité de classe. Et pendant que Paris massacre ses aristocrates, à Coblence, en Allemagne, d'autres nobles vivent dans un monde parallèle, un monde d'illusions, un monde de certitudes arrogantes. Le comte d'Artois a fui le 15 juillet 1789, le lendemain de la prise de la Bastille. Il n'a pas hésité une seconde. Dès qu'il a compris que le roi ne réprimerait pas l'insurrection, il est parti avec sa maîtresse, avec ses favoris, avec autant d'argent et de bijoux qu'il pouvait emporter. Charles-Philippe de France, comte d'Artois, frère cadet de Louis XVI, 32 ans, beau, élégant, arrogant, chef du parti ultra-royaliste, celui qui a toujours poussé son frère à l'intransigeance. Aucune réforme, aucune concession. Les privilèges sont sacrés, éternels, inviolables. Il s'installe à Coblence, une ville allemande près de la frontière française. D'autres émigrés le rejoignent, des centaines, puis des milliers. Bientôt, Coblence devient une petite Versailles en exil. On y danse, on y festoie, on y intrigue, comme si de rien n'était, comme si la révolution n'existait pas, ou plutôt comme si elle allait s'effondrer d'un jour à l'autre. D'Artois est convaincu
que la révolution ne durera pas. C'est impossible. Comment le peuple pourrait-il gouverner? Comment ces bourgeois, ces avocats, ces marchands pourraient-ils diriger la France? C'est ridicule, contre nature. Dans quelques semaines, quelques mois tout au plus, tout rentrera dans l'ordre. Et lui, Artois, reviendra en triomphe. On le portera au nu. On le suppliera de reprendre sa place. Il ne comprend rien, absolument rien. À Coblence, le comte d'Artois tient une cour en exil. Il reçoit dans un château prêté par l'électeur de Trèves. Les salons sont remplis d'émigrés qui racontent leurs aventures, leurs fuites rocambolesques, leurs malheurs. Mais tout cela est dit sur un ton léger, presque amusé, comme si c'était un jeu, une parenthèse désagréable mais temporaire. On organise des bals, des concerts, des soupers fins. L'argent coule encore à flot. Les émigrés ont emporté leur fortune, leurs bijoux, leurs économies. Ils dépensent sans compter, après tout. Dans quelques mois, ils récupéreront tout, leurs châteaux, leurs terres, leurs privilèges. D'Artois publie des proclamations, des manifestes vengeurs. Il menace Paris de destruction. Il promet que l'armée des émigrés, soutenue par les puissances européennes, écrasera la révolution, que les traîtres seront punis, que l'ordre sera rétabli, dans le sang s'il le faut. Ces proclamations sont lues à Paris. Elles provoquent exactement l'effet inverse de celui recherché. Elles confirment ce que les révolutionnaires disent depuis le début. Les aristocrates sont des traîtres. Ils complotent avec l'étranger. Ils veulent détruire la France plutôt que d'accepter l'égalité. Chaque manifeste d'Artois signe un peu plus l'arrêt de mort de son frère et de sa belle-sœur. Mais il ne le comprend pas. Il ne le comprendra jamais. Les années passent. 1790, 1791, 1792, 1793. Louis XVI est exécuté. Marie-Antoinette est exécutée. La terreur frappe, des milliers de têtes tombent. Et à Coblence, puis dans d'autres villes d'exil, d'Artois continue à rêver, à conspirer, à attendre le grand retour qui ne vient jamais. 25 ans. Il attendra 25 ans. En 1814, enfin, Napoléon tombe. Les Bourbons reviennent. Louis XVIII, le frère aîné d'Artois, monte sur le trône. Et d'Artois rentre en France. Il a 57 ans. Il n'a rien appris, rien compris. Pire encore, en 1824, quand Louis XVIII meurt, c'est lui qui devient roi. Charles X, le rêve de toute sa vie. Enfin, il porte la couronne. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de revenir à l'ancien régime. Il rétablit les privilèges de la noblesse. Il indemnise les émigrés avec l'argent du peuple. Il donne au clergé un pouvoir immense. Il censure la presse. Il limite les libertés. Exactement ce qui avait causé la Révolution 35 ans plus tôt. Exactement les mêmes erreurs. Exactement la même arrogance. En juillet 1830, Paris se soulève à nouveau. Les Trois Glorieuses. 3 jours d'émeute. Les barricades dans les rues. Les pavés arrachés. Les coups de feu. Le drapeau tricolore qui flotte sur Notre-Dame. Charles X, comme son frère avant lui, doit fuir. Il part en exil. Cette fois, définitivement. Il meurt 6 ans plus tard en Sassetten, Autriche. Amer, incompris. Persuadé jusqu'au bout qu'il avait raison et que le monde en tait tort. Talleyrand, qui a survécu à toutes les révolutions et à tous les régimes, dira de lui et des émigrés cette phrase célèbre. Ils n'ont rien appris, ni rien oublié. C'est le résumé parfait de leur tragédie. Ils ont traversé la Révolution, l'Empire, la Restauration. Ils ont vu des milliers de morts, des bouleversements inimaginables, la fin d'un monde et la naissance d'un autre. Et pourtant, ils n'ont rien appris. Mais tous les aristocrates n'étaient pas comme d'Artois. Certains avaient compris, n'avaient compris. Ou du moins, ils avaient essayé de comprendre. François-Alexandre Frédéric, de La Rochefoucauld-Liancourt. Un nom à rallonge pour un homme complexe, duc, grand maître de la garde-robe du roi, mais aussi réformateur, philanthrope,
homme des Lumières. C'est lui qui a prononcé la phrase célèbre. Le 15 juillet 1789, quand il vient annoncer au roi la prise de la Bastille, Louis XVI demande « C'est une révolte ». La Rochefoucauld répond « Non, sire, c'est une révolution ». Il a compris immédiatement. Ce qui se passe n'est pas une simple émeute, c'est quelque chose de plus profond, de plus radical, un changement de monde. Et lui, contrairement à d'Artois, essaie de s'adapter. Il siège à l'Assemblée constituante, il vote des réformes, il soutient l'abolition des privilèges féodaux. Il croit sincèrement qu'on peut réconcilier la monarchie avec la Révolution. Créer une monarchie constitutionnelle, moderne, éclairée. Pendant 2 ans, il se bat pour cela. Il conseille le roi. Il lui dit d'accepter les changements, de ne pas résister, de se mettre à la tête du mouvement plutôt que d'être emporté par lui. Louis XVI l'écoute parfois. Souvent, il n'écoute pas. Il hésite. Il tergiverse. Il promet. Il recule. Il avance. Il recule encore. La Rochefoucauld voit tout cela. Il voit que le roi n'est pas à la hauteur, qu'il ne comprend pas la gravité de la situation, qu'il écoute trop Marie-Antoinette qui veut la résistance, qu'il écoute trop les ultras qui veulent l'affrontement. Et progressivement, la Rochefoucauld comprend qu'il a perdu, que sa position est impossible, qu'en révolution, il n'y a pas de place pour la nuance, pas de place pour les modérés. Il faut choisir. Révolution ou contre-révolution, peuple ou aristocratie. Lui voudrait être les deux, aristocrate par naissance, révolutionnaire par conviction. Mais les deux camps le rejettent. Les révolutionnaires le voient donc comme un aristocrate qui veut sauver son roi. Les royalistes le voient comme un traître qui a voté la fin des privilèges. En août 1792, après la chute du roi, la Rochefoucauld comprend qu'il n'est plus en sécurité. Les massacres de septembre approchent. Son nom est sur des listes. Il est suspect, aristocrate, ancien proche du roi. Peu importe qu'il ait voté les réformes. Peu importe sa bonne volonté. Il s'enfuit. En Angleterre. Il abandonne tout. Sa fortune, ses terres, ses projets, ses rêves de conciliation. Il reviendra en France en 1796, sous le Directoire. Il récupérera une partie de ses biens. Il continuera ses œuvres philanthropiques. Il mourra en 1815, paisiblement, dans son lit. Il aura survécu, contrairement à tant d'autres. Mais à quel prix? Il a passé sa vie à essayer de réconcilier l'inconciliable. Et il a échoué. Son journal intime, publié après sa mort, révèle un homme déchiré, qui se demande jusqu'au bout s'il a fait les bons choix, s'il aurait pu sauver la monarchie, sauver le roi, éviter la terreur. Il ne pouvait pas, personne ne pouvait. Les forces en jeu étaient trop puissantes, trop violentes, trop irrésistibles. Et puis il y a ceux qui n'étaient pas vraiment aristocrates, mais qui ont payé comme s'ils l'étaient. Olympe de Gouges, Marie Gouze de son vrai nom, née dans une famille modeste du sud de la France, fille d'un boucher, ou peut-être d'un aristocrate local qui l'aurait conçue avec une femme du peuple. Elle ne l'a jamais su avec certitude, mais elle s'est inventée, elle a pris un nom qui sonne noble, Olympe de Gouges. Elle est montée à Paris, elle a fréquenté les salons littéraires, elle est devenue dramaturge, femme de lettres, intellectuelle. Quand la Révolution éclate, elle est enthousiaste. Enfin la liberté, enfin l'égalité, enfin la fin des privilèges injustes. Elle écrit, elle publie, elle s'engage. En septembre 1791, elle rédige la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, un texte révolutionnaire. Elle y affirme que les femmes ont les mêmes droits que les hommes, qu'elles doivent pas que pouvoir voter, occuper des fonctions publiques, être les égales des hommes en tout. C'est audacieux, visionnaire, 200 ans avant son temps. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle critique aussi la violence révolutionnaire. Elle s'oppose à l'exécution de Louis XVI, elle dénonce Robespierre et Marat. Elle appelle à la modération, à la clémence, à l'arrêt du sang. C'est son erreur fatale,
parce qu'en 1793, pendant la Terreur, on ne critique pas Robespierre, on ne s'oppose pas à la guillotine, on ne plaide pas pour la modération. C'est un suicide. Olympe de Gouges croit qu'elle est protégée. Elle s'est battue pour la Révolution dès le début. Elle a défendu les droits du peuple. Elle n'est pas une aristocrate. Elle est une femme du peuple qui a réussi. Le peuple la défendra. Elle se trompe. En juillet 1793, mais elle est arrêtée, accusée d'avoir écrit des placards royalistes, d'avoir défendu le tyran, d'être une contre-révolutionnaire déguisée. Le procès est une mascarade. On ne lui permet même pas de se défendre correctement. Le tribunal révolutionnaire a déjà décidé. Coupable, guillotine. Elle est exécutée le 3 novembre 1793. Elle a 45 ans. Le lendemain, un journal révolutionnaire publie un article ignoble. Il se moque d'elle. Il dit qu'elle a voulu être homme d'État, qu'elle a oublié les vertus qui conviennent à son sexe, que la loi la punit pour son orgueil. Même dans la mort, elle est insultée, rabaissée, réduite à son genre. Olympe de Gouges a cru qu'elle pouvait critiquer tous les camps, royalistes et révolutionnaires radicaux. Elle a cru que son engagement initial pour la Révolution la protégerait. Elle a sous-estimé la violence de la terreur. Elle a sous-estimé la haine que suscitent ceux qui ne choisissent pas un camp. En Révolution, la nuance tue. Et puis il y a le cas le plus absurde, le plus tragique, le plus révélateur de la folie de cette époque. Antoine Laurent de Lavoisier. Vous connaissez ce nom, c'est le père de la chimie moderne, celui qui a découvert le rôle de l'oxygène, qui a établi la loi de conservation de la masse, qui a révolutionné la science. En 1789, il a 46 ans. Il est au sommet de sa gloire scientifique, membre de l'Académie des sciences, correspondant avec les plus grands savants d'Europe. Ses découvertes sont enseignées partout, mais Lavoisier a un autre métier, un métier qui va le tuer. Il est fermier général, c'est-à-dire percepteur d'impôts pour le compte du roi. C'est un métier lucratif, très lucratif, mais aussi très haï. Les fermiers généraux sont accusés de s'enrichir sur le dos du peuple, de prélever plus d'impôts que nécessaire, de garder la différence. C'est parfois vrai, parfois exagéré, mais c'est ce que le peuple croit. Quand la Révolution éclate, Lavoisier continue ses recherches. Il pense que la science est au-dessus de la politique, qu'un savant ne peut pas être jugé pour son métier administratif, que ses contributions à la connaissance humaine le protègent. Il a tort. Lavoisier tente de se défendre. Il explique ses travaux scientifiques, ses contributions à la France, ses découvertes qui ont fait avancer l'humanité. Il demande du temps, quelques semaines, pour terminer ses expériences en cours, des expériences cruciales pour la science, pour le progrès. Le juge Jean-Baptiste Coffinhal prononce la phrase qui restera dans l'histoire, une phrase d'une bêtise monumentale, d'une barbarie intellectuelle sans nom. La République n'a pas besoin de savants ni de chimistes. Le cours de la justice ne peut être suspendu. Condamnation, guillotine, immédiate. Le jour même, Lavoisier monte à l'échafaud. Il a 50 ans. Il est au sommet de son génie. Il a encore tant à découvrir, tant à enseigner, tant à donner à l'humanité. Sa tête tombe à 16h30. Avec lui disparaissent des années de recherche, des découvertes qui ne verront jamais le jour, des théories qui resteront inachevées. Le lendemain, le mathématicien Joseph-Louis Lagrange, collègue et ami de Lavoisier, dit cette phrase terrible. « Il ne leur a fallu qu'un moment pour faire tomber cette tête, et 100 années peut-être ne suffiront pas pour en reproduire une semblable. » Il a raison. Lavoisier est irremplaçable. Son exécution est une perte immense pour la science, pour la France, pour l'humanité. Mais en 1794, pendant la Terreur, on ne pense pas à cela. On pense à la vengeance, à la purge, à éliminer tous ceux qui appartiennent à l'ancien régime, qu'ils soient criminels ou innocents, coupables ou non, peu importe. Lavoisier a cru que le génie protégeait, que la science
était au-dessus de la politique, que ses contributions à la connaissance le mettraient à l'abri. Il s'est trompé, en révolution, rien ne protège, ni le talent, ni l'innocence, ni même l'utilité. Et maintenant, le destin le plus tragique, le plus emblématique, le couple royal lui-même, Louis XVI et Marie-Antoinette, le roi et la reine, ceux qui incarnent tout ce que la Révolution veut détruire, mais aussi deux êtres humains, deux personnes qui vont découvrir, dans leurs derniers mois, une dignité qu'ils n'avaient jamais montrée auparavant. Depuis août 1792, ils sont emprisonnés au Temple, une forteresse sinistre, humide, froide, gardée par des hommes souvent ivres qui les insultent, qui les huent, qui crachent sur leur passage. Leur vie a basculé. Il y a 3 ans, ils vivaient à Versailles, ils commandaient à des milliers de serviteurs, ils décidaient de la vie et de la mort de millions de sujets. Maintenant, ils sont prisonniers, dépendants de la charité de leur geôlier. On leur a pris leurs enfants. Leur fils, le petit Louis, futur Louis XVII, dans les livres d'histoire, est séparé d'eux, enfermé dans une autre partie du temple, confié à un cordonnier brutal qui va le maltraiter, l'humilier, essayer de faire de ce prince un sans-culotte. Marie-Antoinette le sait. Elle entend parfois les cris de son fils. Elle ne peut rien faire. Elle qui était reine, elle qui commandait. Elle ne peut même plus protéger son propre enfant. C'est une torture pire que tout. En décembre 1792, le procès de Louis XVI commence. Il est accusé de haute trahison, d'avoir comploté avec les puissances étrangères, d'avoir voulu faire massacrer le peuple parisien. Certaines accusations sont vraies. L'armoire de fer découverte aux Tuileries contenait des preuves, des lettres de Marie-Antoinette à l'Autriche, des plans pour faire intervenir les armées étrangères, des correspondances avec les émigrés. D'autres accusations sont exagérées ou inventées. Mais cela n'a plus d'importance. Le procès est politique. La sentence est déjà écrite. Louis XVI sera condamné. La seule question est, à quelle peine ? Le roi se défend avec dignité. Enfin, il montre du caractère. Enfin, il cesse d'être cet homme hésitant, faible, indécis qu'il a toujours été. Face à ses accusateurs, face à la Convention qui va le juger, il est calme, posé, presque majestueux. Il nie avoir voulu le massacre du peuple. Il reconnaît certaines erreurs. Il explique ses choix. Il se justifie sans s'abaisser. Pour la première fois depuis le début de la Révolution, il ressemble à un roi. Le vote est serré. La Convention doit décider. Mort ou prison. La France retient son souffle. La mort l'emporte. À une voix près. Une seule voix. Sur plus de 700 députés. Si une seule personne avait voté différemment, Louis XVI aurait peut-être survécu. Ironie terrible. Parmi ceux qui votent la mort figure son propre cousin, Philippe d'Orléans. Philippe Égalité, comme il se fait appeler maintenant. Un noble qui s'est rallié à la Révolution, qui a voté la mort du roi. Cela ne le sauvera pas. Quelques mois plus tard, il sera lui aussi guillotiné. Mais le mal est fait. Le roi est condamné. Le 20 janvier 1793, Louis XVI monte à l'échafaud. Il a 38 ans. Il porte un manteau marron. Il monte les marches sans trembler. Il veut parler à la foule, dire quelques mots. On roule les tambours pour couvrir sa voix. Mais quelques personnes entendent quand même ces derniers mots, débattus, contestés. Mais probablement ceux-ci. Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort. Je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. La lame tombe. Le roi est mort. Vive la République. Mais pour Marie-Antoinette, le calvaire ne fait que commencer. Elle reste au temple, veuve, brisée. On lui a pris son mari. On lui a pris ses enfants. On lui a tout pris. Elle n'a plus rien. Juste la vie. Et même cela, on va bientôt le lui prendre. Elle vieillit à une vitesse effrayante. Elle qui était si belle, si élégante, si soignée. Elle devient grise, maigre, épuisée. Elle a 37 ans,
mais en paraît 60. En août 1793, on la transfère à la Conciergerie, la prison la plus sinistre de Paris, celle d'où l'on ne sort que pour la guillotine. Elle partage une cellule humide avec 2 autres femmes. Elle dort sur un matelas de paille, elle qui dormait dans des draps de soie brodée. Le procès commence en octobre. Il est encore plus cruel que celui de Louis XVI. On l'accuse de tout: dilapidation des finances, trahison, complot avec l'Autriche. Et puis, accusation ignoble, on l'accuse d'inceste avec son fils. Cette accusation est tellement abjecte que même les juges semblent se gêner. Même la foule présente au procès murmure: c'est trop loin. Marie-Antoinette, qui est restée silencieuse pendant la plupart du procès, se lève. Elle regarde ses accusateurs et elle prononce ces mots d'une voix forte: « Si je n'ai pas répondu, c'est que la nature se refuse à répondre à une pareille inculpation faite à une mère. J'en appelle à toutes les mères qui peuvent se trouver ici. » Pour un instant très bref, elle redevient reine, elle redevient mère, elle retrouve sa dignité. Mais cela ne change rien. La sentence est prononcée: mort. Le 16 octobre 1793, à midi, Marie-Antoinette monte dans la charrette qui la conduit à l'échafaud. Elle porte une simple robe blanche. Ses cheveux ont été coupés. Ses mains sont liées dans le dos. Le peintre Jacques-Louis David, révolutionnaire convaincu, fait un croquis d'elle dans la charrette. Ce dessin est terrible. Il montre une femme détruite, vieillie, brisée. Plus rien de la reine resplendissante d'autrefois. La foule hurle sur son passage: à mort, l'Autrichienne. Elle ne réagit pas. Elle regarde droit devant elle, impassible, digne. Sur l'échafaud, elle marche par inadvertance, sur le pied du bourreau. Elle s'excuse: « Pardon, monsieur, je ne l'ai pas fait exprès. » Ces derniers mots, une excuse polie à son bourreau. Même au bord de la mort, elle garde les manières qu'on lui a enseignées depuis l'enfance. La lame tombe, Marie-Antoinette n'est plus. Nous avons suivi 7 destins, 7 aristocrates, 7 manières différentes de sous-estimer la colère du peuple. Et pourtant, un même résultat: la chute, l'exil, la mort. Le duc de Broglie, qui croyait qu'une armée suffirait à mater l'insurrection. La princesse de Lamballe, qui pensait que sa bonté la protégerait. Le comte d'Artois, convaincu que tout rentrerait dans l'ordre en quelques semaines. La Rochefoucauld, qui espérait réconcilier monarchie et révolution. Olympe de Gouges, qui croyait pouvoir critiquer tous les camps. Lavoisier, persuadé que le génie scientifique le mettrait à l'abri. Louis XVI et Marie-Antoinette, pris entre orgueil dynastique et survie. 7 erreurs, 7 aveuglements, 7 tragédies. Mais au-delà de ces destins individuels, c'est toute une classe sociale qui s'est trompée. Toute une aristocratie qui a dansé au bord du précipice sans voir le vide sous ses pieds. Pourquoi? Comment 40 000 nobles ont-ils pu se tromper à ce point? Comment ont-ils pu ne pas voir venir la catastrophe? La réponse tient en un mot: la bulle. Ils vivaient dans une bulle dorée, scintillante, parfaitement hermétique. À l'intérieur de cette bulle, tout avait du sens. Les privilèges étaient naturels. L'ordre social était voulu par Dieu. Le peuple existait pour servir. C'était l'ordre des choses, immuable, éternel. Cette bulle les empêchait de voir la réalité. Quand ils regardaient le peuple, ils ne voyaient pas des êtres humains qui souffraient. Ils voyaient des créatures inférieures, à peine dignes d'attention, leurs cris de douleur, leur faim, leur désespoir. Tout cela restait à l'extérieur de la bulle, inaudible, invisible. Et même quand les avertissements arrivaient, les rapports de Necker, les cahiers de doléances, les pamphlets révolutionnaires, même alors, ils ne comprenaient pas. Ils préféraient croire que c'était temporaire, que c'était exagéré, que cela passerait, parce que accepter la réalité aurait signifié remettre en question toute leur existence, toute leur certitude, tout leur monde. C'était trop difficile, trop douloureux. Alors ils ont préféré le déni,
Le déni collectif est peut-être l'erreur la plus terrible qu'une société puisse commettre, parce qu'il empêche toute adaptation, tout changement, toute évolution. Et quand la réalité finit par s'imposer, elle s'impose avec violence. La Révolution française n'était pas inévitable. Si les réformes avaient été faites à temps, si la noblesse avait accepté de payer des impôts, si le roi avait gouverné avec justice, si le peuple avait été écouté, peut-être que tout aurait pu se passer autrement, mais cela aurait demandé de l'humilité, de la lucidité, du courage, des qualités que cette aristocratie n'avait plus, ou n'avait jamais eues. Et puis, il y a un autre pattern dans tous ces destins, l'impossibilité de la nuance. La Rochefoucauld a essayé d'être nuancée, d'être à la fois noble et révolutionnaire, réformateur et monarchiste. Il a échoué. Olympe de Gouges a essayé de critiquer la violence révolutionnaire tout en restant révolutionnaire. Elle a été guillotinée. En révolution, il n'y a pas de place pour la modération. Il faut choisir un camp, ami ou ennemi, blanc ou noir. La zone grise disparaît. Ceux qui tentent de s'y tenir sont écrasés par les deux côtés. C'est une leçon terrible, mais une leçon vraie. Dans les moments de bouleversement extrême, la logique binaire l'emporte. Et ceux qui refusent de choisir sont souvent les premiers à payer. Il y a aussi la transformation de l'humain en symbole. Marie-Antoinette n'est pas morte parce qu'elle était personnellement coupable de crimes terribles. Elle est morte parce qu'elle incarnait un système devenu insupportable. Elle était devenue un symbole, l'Autrichienne, la dépensière, l'ennemie du peuple. Peu importait qu'elle fût aussi une mère qui aimait ses enfants, une femme qui souffrait, un être humain. Tout cela avait disparu. Elle n'était plus qu'un symbole à abattre. Cette déshumanisation est nécessaire à la violence de masse. On ne peut pas massacrer des êtres humains, mais on peut détruire des symboles, des traîtres, des ennemis du peuple. Les chiffres sont vertigineux. 16 500 personnes guillotinées pendant la Terreur, 2 500 nobles parmi elles, plus de 150 000 émigrés qui ont fui la France, des milliers de familles détruites, ruinées, dispersées. Derrière chaque chiffre, il y a un visage, une histoire, une vie brisée. Certains le méritaient peut-être, les exploiteurs, les tyrans, les cruels, mais beaucoup étaient innocents, des femmes, des enfants, des vieillards, des savants comme Lavoisier, des femmes courageuses comme Olympe de Gouges. Alors peut-on juger? Peut-on dire que cette violence était nécessaire, que c'était le prix à payer pour la fin d'un système oppressif? C'est une question difficile, une question à laquelle il n'y a pas de réponse simple. D'un côté, il y avait la violence de l'oppression, 1000 ans de domination aristocratique, de privilèges injustes, d'exploitation, de mépris. Cette violence-là était réelle, elle tuait, pas avec la guillotine, mais avec la faim, la maladie, le désespoir. De l'autre côté, il y a eu la violence révolutionnaire, brutale, sanglante, aveugle parfois, qui a tué des innocents, qui a détruit des génies, qui a transformé la quête de justice en soif de vengeance. Victor Hugo, un siècle plus tard, écrira « La Révolution française a été la grande guêpe de l'idéal. De là son efficacité terrible et mêlée. L'idéal de liberté, d'égalité, de justice, mais aussi la violence, la cruauté, l'injustice, les deux mélangés, indissociables. Et aujourd'hui, que nous enseignent ces destins? Que nous disent-ils sur notre époque? D'abord, l'importance d'écouter vraiment la souffrance avant qu'elle ne devienne rage. Les aristocrates n'ont pas écouté les cris du peuple. Ils ont préféré danser, festoyer, ignorer. Quand les gouvernants cessent d'écouter les gouvernés, quand la déconnexion devient totale, le danger est immense. Aujourd'hui encore, dans nos démocraties, cette leçon reste vraie. Ensuite, la fragilité du pouvoir. Aucun système n'est éternel, aucune domination n'est absolue. Ce qui semble inébranlable peut s'effondrer en quelques mois. Versailles semblait éternel. La monarchie française semblait indestructible.
1000 ans d'histoire, 1000 ans de pouvoir. Et pourtant, en 5 ans, tout a disparu. Le roi décapité, la noblesse en fuite, le monde ancien effacé. Rien n'est permanent, tout peut changer. C'est une vérité historique, mais aussi une vérité contemporaine. Enfin, la dignité humaine dans la chute. Certains de ces aristocrates ont retrouvé leur humanité au moment de mourir. Louise XVI sur l'échafaud, Marie-Antoinette s'excusant auprès de son bourreau, Olympe de Gouges défendant ses convictions jusqu'au bout. Dans leurs derniers instants, ils n'étaient plus des symboles, ils redevenaient des êtres humains, avec leur courage, leur peur, leur dignité. C'est peut-être la leçon la plus importante, au-delà de la politique, au-delà des classes sociales, au-delà des révolutions. Il y a l'humanité, fragile, imparfaite, mais réelle. Revenons à Versailles. Octobre 1788. La galerie des glaces, les lustres brillent, l'orchestre joue, la princesse de Lamballe danse. Elle a 4 années à vivre. Elle ne le sait pas. Autour d'elle, des dizaines de nobles qui seront morts, exilés, ruinés avant la fin du siècle. Eux non plus ne le savent pas. S'ils avaient su, qu'auraient-ils fait? Auraient-ils changé? Auraient-ils écouté le peuple? Auraient-ils accepté de partager? Auraient-ils renoncé à leurs privilèges? Certains peut-être, d'autres probablement pas. L'orgueil, l'aveuglement, la certitude d'avoir raison, ce sont des défauts humains profonds, difficiles à surmonter. L'histoire ne peut pas être rejouée. Le passé est fixé, immuable, mais nous pouvons en tirer des leçons. Ces aristocrates ont sous-estimé la colère du peuple. Ils ont payé cette erreur de leur vie, de leur fortune, de leur monde. Leur histoire nous rappelle une vérité simple mais essentielle. Aucun pouvoir ne peut ignorer indéfiniment la souffrance de ceux qu'il domine. Aucune élite ne peut danser éternellement pendant que le peuple meurt de faim. Aucun système ne peut survivre quand il perd toute légitimité. Et quand un peuple décide que sa dignité ne peut plus attendre, rien ne l'arrête. Ni les armées, ni les privilèges, ni les traditions millénaires. C'est la leçon de la Révolution française. Une leçon écrite dans le sang, mais une leçon qui reste vraie. La galerie des glaces est vide maintenant, silencieuse. Ses lustres sont éteints. Le bal est fini depuis longtemps. Les danseurs sont partis, certains dans la tombe, d'autres en exil. Tous ont disparu. Il ne reste que l'écho de leurs pas et la mémoire de leur erreur. Madame Roland, elle-même guillotinée en novembre 1793, a prononcé ces mots célèbres en montant à l'échafaud. « Ô liberté, que de crimes on commet en ton nom !» C'est peut-être la meilleure conclusion. La Révolution a apporté la liberté, l'égalité, les droits de l'homme, des idéaux magnifiques, des principes qui ont changé le monde. Mais elle a aussi apporté la violence, la terreur, l'injustice. Elle a dévoré ses propres enfants. Les aristocrates qui ont sous-estimé la colère du peuple ont payé. Mais le peuple lui-même a payé. Des milliers de morts, des années de guerre, de chaos, de souffrance. L'histoire n'est jamais simple. Elle n'est jamais noire ou blanche. Elle est complexe, contradictoire, humaine. Et c'est pour cela qu'il faut la raconter, la connaître, la comprendre, pour ne pas répéter les mêmes erreurs, pour construire un monde plus juste, plus humain, plus sage. Voilà le destin de chaque aristocrate qui a sous-estimé la colère du peuple. Voilà leur histoire, tragique, instructive, profondément humaine. Puisse leur mémoire nous servir de leçon